Ce jour-là, le docteur Baroni a achevé une technologie d'avant-garde capable d'embouteiller des connaissances dans un liquide spécial de son invention. On dit que celui qui boit dans ces bouteilles absorbe ces connaissances à un niveau inconscient. Et grâce à une hallucination constructive dans laquelle le docteur Baroni apparaît sous la forme d'un hologramme, la connaissance de la bouteille peut émerger à un niveau conscient. Chaque concept scientifique discuté restera dans les mémoires pour toujours. Aujourd'hui, nous rencontrons Peter, qui a réussi à mettre la main sur l'une de ces bouteilles rares. Hey, je connais ce gars. C'est un ami digne de confiance, disons, que parfois il peut me procurer des bouteilles. Celle-ci est spéciale, a-t-il dit. Ici, il dit « L'avenir du soleil et de la terre, prédiction d'une catastrophe. Je veux tout savoir. » Santé. Wow! Salut Peter. Impressionnant, mais c'est le docteur Baroni, c'est vous. Appelle-moi Simone et on peut se tutoyer. D'accord. Merci beaucoup d'avoir acheté une de mes bouteilles. Et laisse-moi te dire tout de suite que les informations que tu as bues sont très cool, hors de commune. Des informations de première classe. Trop absurde. On commence. Voici le programme. Tout d'abord, nous comprendrons quel est l'état actuel de notre Soleil. Et puis nous ferons avancer les aiguilles de l'horloge et voyagerons dans le temps pour explorer l'avenir du Soleil et, bien sûr, l'avenir de notre planète Terre. D'accord? C'est un super programme. Parfait. Tout d'abord, je voudrais te présenter cette horloge. Waouh, cool! Merci. Je disais, nous pourrions utiliser cette horloge pour visualiser l'âge du Soleil pendant que nous explorons son avenir. Chaque milliard d'années représente une heure sur cette horloge. Et nous savons que 4,6 milliards d'années se sont déjà écoulées depuis sa naissance. Alors maintenant, nous sommes ici. L'âge total du Soleil sera de 12,4 milliards d'années. Donc la mort du Soleil est prévue pour 12 heures passées. D'accord? D'accord. Très bien. Je voudrais aussi utiliser cet outil très utile, appelé diagramme de Hertzsprung-Russell, qui montre comment les différents types d'étoiles peuvent être organisés en fonction de leur température de surface et de leur luminosité. Comme tu peux le voir, sur la gauche, il y a les étoiles les plus chaudes, jusqu'à 30 000 degrés en surface et de couleur bleuâtre. À droite, les plus froides, pour ainsi dire, qui ont tendance à être blanches ou même rouges. Notre Soleil est situé ici, dans la région qu'on appelle la séquence principale. En plus, il y a les naines blanches, très petites, 100 fois plus petites que notre Soleil. Et il y a les géantes et les supergéantes, jusqu'à 1000 fois plus grandes que notre Soleil. Tu vois, quand une étoile naît, selon sa masse, elle naît à une position précise de la séquence principale. Mais alors, le Soleil, par exemple, reste toujours à ce point du diagramme tout au long de sa vie. Ah, quelle bonne question! Le Soleil est au milieu d'un voyage, tu sais, un voyage très fascinant, un voyage vers sa mort, bien sûr. Mais comme nous le verrons maintenant, c'est un voyage extrêmement intriguant. Waouh, raconte! Pour comprendre tout cela, tout d'abord, nous devons comprendre un concept fondamental qui sous-tend les étoiles dans la séquence principale, celui de l'équilibre hydrostatique. Tu vois, quand une étoile est dans la séquence principale, elle est constamment dans un équilibre entre deux forces gigantesques. D'une part, il y a la gravité qui essaie d'écraser, de comprimer l'étoile et de la rendre plus petite. Et de l'autre, il y a une force opposée qui s'oppose à la gravité et pousse donc vers l'extérieur. L'étoile se retrouve toujours dans cet équilibre. La force externe, la force qui pousse vers l'extérieur, est due aux réactions de fusion nucléaire qui ont lieu à l'intérieur de l'étoile. Et pourquoi les réactions de fusion nucléaire font-elles s'étendre l'étoile? Bonne question. Les réactions de fusion nucléaire libèrent de l'énergie et le font par l'émission de photons et de neutrinos. Ces photons et neutrinos sont ensuite irradiés vers l'extérieur. Ils exercent donc une pression de rayonnement, on l'appelle ainsi, vers l'extérieur qui s'oppose à la gravité. De plus, le centre du Soleil chauffe jusqu'à des températures très élevées et cela augmente ce qu'on appelle la pression thermique, en raison du mouvement frénétique de toutes les particules qui s'opposent également à la gravité. J'ai encore une question. Allez, balance.
Pourquoi les réactions de fusion nucléaire libèrent-elles de l'énergie? Imagine que tu as deux cubes, A et B, et qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Dans notre cas, ils sont attachés avec du velcro. En physique, nous disons qu'ils sont liés. Et imagine maintenant que tu veux les séparer. Pour les séparer, je devrais appliquer une force. Je vais devoir fournir de l'énergie à ce système, par exemple avec mes muscles, comme ça. J'ai fourni de l'énergie et ils se sont séparés. Maintenant, nous représentons ce qui vient de se passer avec cette sphère rouge qui représente l'énergie que j'ai fournie au cube A et B pour les séparer. Alors je fournis l'énergie et les cubes se séparent. Maintenant, pense au processus inverse, comme si les temps passaient à l'inverse. Je reforme le lien entre les deux cubes et l'énergie que j'ai fournie précédemment est libérée. Donc, si je fournis de l'énergie, je rends un lien. Si je crée un lien, l'énergie est libérée. Et la fusion nucléaire des réactions nucléaires au centre du Soleil libère de l'énergie parce qu'elle crée des liaisons. Ou mieux expliqué, elle crée des liaisons plus fortes entre les particules et donc cela libère de l'énergie. Réglons donc l'horloge jusqu'à 7,1 milliards d'années après la naissance du Soleil. À ce stade, juste à cause des réactions nucléaires en son centre, le Soleil aura atteint le point le plus chaud de la séquence principale. La partie du voyage la plus excitante pour le Soleil commence. Le Soleil sort de la séquence principale. Mais malheureusement, c'est aussi la partie tragique pour la Terre. La luminosité du Soleil, en fait, au point le plus chaud, augmentera jusqu'à 26% de plus que la valeur actuelle. Mais encore plus tôt, à environ 5,6 milliards d'années, ou dans seulement 1 milliard d'années, on estime que la luminosité du Soleil atteindra 10%, augmentera de 10%, et cela rendra notre planète Terre déjà inhabitable. Oh mon Dieu! Et pourquoi? Oui, parce que la Terre va chauffer de plus en plus. Les océans commenceront à s'évaporer, et un effet de serre humide sera créé, ce qui accélérera l'évaporation. Plus tard, lorsque les molécules d'eau parviendront à s'échapper de l'atmosphère, un effet de serre sec suivra, et la Terre deviendra alors une épave torride et inhabitable. Eh bien, 1 milliard d'années, c'est long, n'est-ce pas? En fait, pour l'instant, nous pouvons être rassurés. Cela n'arrivera que dans 1 milliard d'années. Et en attendant, nous aurons le temps de réfléchir à une solution. En fait, plus tard, je vais vous parler d'une solution vraiment forte qui a été proposée en 2001, et aussi un peu folle. Nous continuons de suivre le Soleil dans son évolution future. À 10 milliards d'années, le Soleil quitte la séquence principale. C'est un moment très important. En faisant fondre l'hydrogène, on crée de l'hélium, qui est plus lourd et s'accumule au centre. L'hydrogène est ensuite déplacé jusqu'à une couche plus externe. L'hélium ne fond pas, car il a besoin de températures de 100 millions de degrés qui ne sont pas encore là. Cela provoque alors la contraction du centre de l'hélium par gravité qui chauffe. Il chauffe aussi l'hydrogène, ce qui augmente les réactions de fusion. Et ici, il y a une étape fondamentale. L'hydrogène pousse les couches extérieures du Soleil vers l'extérieur, qui commence alors à se dilater. Le Soleil entre dans la soi-disant branche des géantes, précisément parce qu'il deviendra de plus en plus grand. Pas sûr que j'ai compris. À mesure que le Soleil grossit, il devient également plus rouge. Pourquoi? Excellente question. Si le Soleil se dilate, l'énergie émise par les réactions nucléaires sera répartie sur une zone plus grande et donc la température de surface diminue. Nous arrivons maintenant à un point crucial pour la Terre. Pendant des années, il y a eu un débat sur la question de savoir si le Soleil incorporera la Terre lors de son expansion. Le Soleil est maintenant à 150 millions de kilomètres, mais lors de son expansion, il atteindra l'orbite actuelle de la Terre. Va-t-il engloutir la Terre? Il y a deux effets à prendre en compte et qui, unis, condamnent en fait la Terre à être détruite. Effet numéro 1. À mesure qu'il se dilate, le Soleil perd de la masse, car les couches les plus externes sont faiblement liées par la petite gravité du Soleil. Le Soleil perdra ainsi jusqu'à 46% de sa masse. Un Soleil de masse moindre attirera donc moins la Terre, dont l'orbite s'éloignera. La Terre devrait donc être sauvée,
selon cet effet. En 2007, cependant, il a été calculé qu'il y a un effet opposé en raison des marées que la Terre provoque dans la photosphère du Soleil. Cela s'explique immédiatement. La Terre provoque des marées sur le Soleil, des gonflements de la photosphère. Mais ces gonflements prennent du temps à se produire. Une fois présents, ils attirent la Terre vers le Soleil par gravité. L'effet est donc une force supplémentaire qui attire la Terre vers le Soleil, ce qui la ferait s'enrouler sur le Soleil. Les deux effets combinés signifient que la Terre restera sur une orbite très proche de l'actuelle et qu'elle sera incorporée par le Soleil à l'âge de 12,2 milliards d'années. C'est alors que le Soleil est sur le point d'atteindre le sommet de la branche des géantes. Imagine, la luminosité du Soleil, au point le plus haut de la branche des géantes, sera 2730 fois plus intense que l'actuelle, et le Soleil sera 256 fois plus grand. Voici une comparaison entre la taille du Soleil en géante rouge par rapport à la taille actuelle. La différence est frappante, colossale. Et voici une représentation artistique de ce à quoi ressemblera la Terre lorsqu'elle sera sur le point d'être incorporée par le Soleil. Maintenant, nous pouvons enfin apprécier la proposition qui a été faite en 2001 pour sauver la Terre, ou plutôt de prolonger sa durée de vie de 1 à 5 milliards d'années. Les trois auteurs ont calculé qu'il serait possible d'utiliser l'un des nombreux astéroïdes présents dans la ceinture de Kuiper et de dévier légèrement son orbite pour qu'il passe ensuite près de la Terre. C'est là que se trouve la ceinture de Kuiper. Nous parlons d'astéroïdes qui pèsent 10 milliards de kilos. Cela, par exemple, a été approché par le vaisseau spatial New Horizons le 1er janvier 2019. Un de ces astéroïdes serait alors dévié afin de suivre une orbite qui passerait de 10 000 à 50 000 km de la Terre. Comme on le voit dans l'encadré A, l'astéroïde passe très près de la Terre et l'attire par gravité, l'éloignant un peu du Soleil. Ensuite, comme indiqué dans l'encadré B, l'astéroïde rencontrerait Jupiter, récupérerait l'énergie potentielle perdue et repartirait. Après 6000 ans, l'astéroïde réapparaîtrait, donnant à la Terre un nouvel élan, l'éloignant un peu plus du Soleil. On estime qu'il faudrait environ 1 million de passages, un tous les 6000 ans, pour s'assurer qu'à la fin de la séquence principale, la Terre est encore suffisamment éloignée pour maintenir la bonne température pour accueillir la vie. Ça ressemble à une technique risquée, n'est-ce pas? Et si l'astéroïde s'écrase sur Terre, et si l'orbite des autres planètes était altérée et que tout devenait incontrôlable? En fait, il y a des facteurs de risque. Peut-être que la technologie future nous permettra de mettre en œuvre ce plan intriguant, quoique quelque peu risqué. Mais revenons à notre voyage dans le futur du Soleil. En raison de la pression exercée par la gravité, la température de l'hélium atteint le 100 millions de degrés nécessaires pour commencer la fusion de l'hélium lui-même. Mais à ce stade, l'hélium est dans une situation très particulière. Il est dans un état dit dégénéré, un état quantique, autrement dit un effet quantique, qui se manifeste à l'échelle macroscopique, dans ce cas à grande échelle, sur une échelle stellaire, je dirais. Qu'est-ce que cela signifie? La gravité essaie de comprimer l'hélium dans le noyau, mais l'hélium étant dans cet état dégénéré, il ne peut pas être compressé car cela impliquerait la violation de certaines règles quantiques, en particulier les soi-disant principes de Pauli. Le gaz d'hélium ne peut pas être comprimé ou détendu. Alors imagine, c'est un peu comme quelqu'un qui garderait sa colère et ne la manifesterait pas. Le gaz ne se dilate pas, mais la température augmente. Donc, cette colère à l'intérieur, à un moment donné, cette personne, boum, explose. Et la même chose arrive à l'hélium. Et ça s'appelle le flash d'hélium. Parce que, imagine, la température augmente beaucoup parce que les réactions nucléaires atteignent un taux exorbitant. La dégénération quantique disparaît et donc le gaz peut soudainement se dilater et cela équivaut à une explosion. Boum! Je n'oublierai jamais ce qu'est le flash de l'hélium. Après le premier flash d'hélium, tout se répète. L'hélium fond pour former du carbone, puis pour former de l'oxygène. Divers flashs d'hélium se produisent et dans cette phase, le Soleil oscille plusieurs fois, perdant jusqu'à 46% de sa masse initiale. Les couches expulsées forment alors un disque circumstellaire ou une nébuleuse planétaire comme celle-ci, appelée œil de chat.
un fort vent solaire disperse les gaz vers l'espace environnant. Ou comme cette autre nébuleuse appelée Helix, il semble cependant que les vents ne seront pas aussi forts dans le cas du Soleil. Et le Soleil devient enfin une naine blanche. Ça s'appelle ainsi car elle est très petite, elle a une taille environ 100 fois inférieure à celle du Soleil actuel, et elle apparaît blanche en raison de la température de surface très élevée qui peut atteindre même 100 000 degrés. Pense aussi que la densité de cette naine blanche est d'environ 1000 kg par centimètre cube, c'est-à-dire une cuillère à café de naine blanche pèse 1000 kg. Et qu'arrive-t-il alors à la naine blanche? Le destin de la naine blanche est de se refroidir lentement avec le temps, car elle émet un rayonnement lumineux, donc elle perd de l'énergie. On estime que cela prend plus de temps que l'âge de l'univers. On pense donc qu'aucune naine blanche n'a encore eu le temps de se refroidir et de devenir ce qu'on appelle une naine noire, autrement dit, de devenir si froide qu'elle n'émet plus de rayonnement, et puis, à un moment donné, dans le ciel, elle disparaît. J'ai tout compris, je suis fier de moi. Et c'est tout le contenu de la bouteille, cher ami. Achète une autre bouteille et achète de nouveau chez moi. Je te garantis des informations certifiées, de bonne qualité. Je le ferai. Le contenu scientifique de ces bouteilles est époustouflant. Cela me fait découvrir la beauté de la nature et me rend heureux. J'en achèterai beaucoup. Je suis très heureux. À bientôt donc. À bientôt, Simone. Ne serait-il pas formidable de pouvoir boire de l'information comme Peter l'a fait aujourd'hui? C'est exactement pour ça que je crée ces vidéos, juste pour toi. Et qu'en penses-tu? Devrions-nous essayer de sauver notre planète en nous éloignant du Soleil? Ou devrions-nous simplement chercher d'autres planètes en dehors du système solaire? Laisse-moi un commentaire ci-dessus. Je serai très heureux de te répondre. Abonne-toi à ma chaîne maintenant ici. Et si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like. Oh, pendant que nous y sommes, voici notre vidéo pour toi ici. Ciao!